Rahman Rahim, salam alaikum wa rahmatullah. Toujours avec une série d'explications, de résumés en biostatistique. سميناها سلسلة شروحات لمادة البيوستات الخاصة بمسابقة الدكتوراه. كنا وضعنا لكم من قبل الدرس الأول، وهذا بإذن الله الدرس الثاني تكملة الشرح الذي بدأناه لملخص خاص بمادة الإحصاء الحيوي في فروع كما قلنا من قبل الزراعة والبيطرة والبيولوجيا. هذا الملخص خاص بالطلبة المهتمين باجتياز مسابقة الدكتوراه. كنا بدينا معكم بمقدمة موجزة، وبدينا أيضا في شرح بعض الكلمات المفاهيم المتعلقة بالمحتوى العلمي لهذا الملخص. توقفنا عند النوع الثاني من الطرق الإحصائية، les statistiques inférentielles. Les statistiques inférentielles, ou on peut dire les tests de comparaison. Les méthodes de statistiques inférentielles sont nommées par ce type de termes. Inférentielles, ce sont des méthodes de statistiques liées par les hypothèses. Ce sont des méthodes qui permettent de confirmer ou infirmer une hypothèse, car ce sont des tests utilisés pour étudier spécialement la différence. هي طرق إحصائية مهتمة أكيد بدراسة الفروق اللي هي معتبرة أو غير معتبرة. نحاول نعطيكم أكيد جانب باللغة العربية والجانب الآخر باللغة الفرنسية، نبسطوا عليكم أكيد هذا الشرح بإذن الله. من خلال الطرق الإحصائية، من خلال الاختبارات المقارنة، on a plusieurs tests de comparaison. Les tests sont multiples et divers, mais on a visé particulièrement les tests les plus signalés dans les concours de doctorat. Comme très connu, le test T ou le test de student, c'est un test très rencontré dans les sujets de doctorat. Le test T possède bien sûr trois situations différentes. On a le test de conformité ou test T pour échantillon unique. Il faut bien sûr, il faut viser, il faut concentrer sur toujours est-ce qu'on a un échantillon ou on a deux échantillons, soit liés ou indépendants. Le test T pour échantillon unique, c'est un test appelé aussi test de conformité. Test de conformité, car c'est un test qui permet de comparer un échantillon par rapport à une population, de comparer une moyenne par rapport à une moyenne de population à travers bien sûr une petite comparaison de la signification entre les deux moyennes. Est-ce que la différence elle est significative ou non, pour dire qu'il existe une conformité ou absence de conformité. Bien sûr, on va en détail comment appliquer ce type de test, comment lire correctement les résultats de ce test et comment interpréter et tirer des conclusions scientifiques après l'application de ce type de test. Deuxième situation, c'est le test T de student pour deux échantillons indépendants. Entre parenthèses, mesures indépendantes. Tout simplement, le test T, c'est un test qui permet de comparer au maximum deux moyennes. Les deux moyennes, soit une moyenne d'échantillon et l'autre moyenne de la population comme la première situation, test de conformité, où les deux moyennes sont expérimentales, c'est-à-dire on a deux échantillons indépendants. On a par exemple un groupe de mâles et un autre groupe de femelles. On a un groupe jeune et un autre groupe plus âgé, et ainsi de suite. L'essentiel, on a deux échantillons totalement séparés. Les éléments qui composent le premier échantillon sont totalement différents que les éléments qui composent le deuxième échantillon. C'est la deuxième situation. La troisième situation pour le test T de student, c'est on a toujours deux mesures, mais les deux mesures sont dépendantes, c'est-à-dire sont liées, sont appareillées, se forment de paires. En réalité, expérimentalement, il faut faire attention, on a un seul échantillon, c'est comme la première situation. Mais on a deux mesures dépendantes, c'est-à-dire on a un seul échantillon expérimentalement, mais à partir de cet échantillon, on a deux mesures liées par le même sujet. Par exemple, je donne un exemple très simple. Par exemple, une promotion d'étudiants composée par exemple de 30 étudiants. Chaque étudiant passe deux évaluations à travers l'année universitaire. La moyenne, c'est de la moyenne du premier semestre et la moyenne du deuxième semestre. On a deux moyennes liées par le même étudiant pour étudier au plus tard statistiquement
est-ce que les deux moyennes sont significativement différentes ou non? C'est-à-dire, est-ce que le niveau, de point de vue scientifique, est-ce que le niveau de l'étudiant est diminué, reste stable ou amélioré? Voilà, ce sont les trois situations différentes pour le test T de student, soit le test T de conformité pour un seul échantillon, test T pour deux échantillons totalement séparés, et le test T pour deux échantillons liés ou dépendants. On a aussi proposé un test très rencontré dans les concours de doctorat, c'est le fameux ANOVA, c'est analyse de la variance, un facteur. L'analyse de la variance, c'est un facteur, simplement c'est une analyse très utilisée dans les travaux scientifiques, car elle permet d'étudier l'effet d'un facteur sur une variable quantitative. Bien sûr, par la suite, en détail que signifie le terme facteur, que signifie le terme variable quantitative, quelle est la nature de facteur, est-ce que le facteur c'est une variable aussi, quelle est la nature de cette variable, est-ce qu'elle est quantitative ou qualitative, ou quantitative est transformée en modalité, sous forme de qualité, et ainsi de suite. Bien sûr, il existe aussi notre test ANOVA, mais à deux facteurs. On a le test ANOVA à un facteur et on a le test ANOVA à deux facteurs. Le test ANOVA à deux facteurs, c'est une répétition de ANOVA à un facteur avec une particularité très importante, c'est la particularité de l'interaction. Le ANOVA à un facteur, c'est un test qui permet d'étudier l'effet d'un facteur sur une variable quantitative. Contre le test ANOVA à deux facteurs, c'est un test qui permet d'étudier l'effet de deux facteurs sur toujours une seule variable quantitative. Première étape, l'étude de l'effet de premier facteur sur la variable, sur la seule variable. La deuxième étape, c'est l'étude du deuxième facteur sur la seule variable toujours, mais les deux variables travaillent en interaction. La particularité et l'étape la plus importante pour le test ANOVA de facteurs, c'est l'effet de l'interaction du premier facteur avec le deuxième facteur sur la variable objective de l'étude. Voilà, c'est la particularité ANOVA à deux facteurs. C'est une analyse ou c'est un test qui exige des étapes de plus par rapport au test ANOVA à un facteur. Voilà pour les variables bien sûr quantitatives. Les variables qualitatives, on a le test Ki2, Ki carré, le Chi2. C'est un test bien sûr très rencontré dans les travaux scientifiques. Il possède bien sûr plusieurs situations, en détail, mais généralement c'est un test utilisé surtout pour les variables qualitatives ou pour les proportions ou pour d'autres situations bien sûr. C'est un test très important qui permet d'étudier l'indépendance de deux variables quantitatives, permet d'étudier l'homogénéité des traitements par exemple, et ainsi de suite. C'est un test utilisé généralement pour les variables qualitatives. On a aussi, au sein de cette résumé, on a les différentes représentations graphiques. Des fois, les enseignants demandent bien sûr des représentations graphiques, soit pour les statistiques descriptives ou pour les tests de comparaison. Le choix de la meilleure représentation graphique pour chaque type de résultat. Bien sûr, chaque type de résultat exige une représentation graphique particulière. On a par exemple les graphes sous forme d'histogrammes. Les histogrammes sont convenables pour les études comparatives. On a bien sûr une moyenne plus ou moins un écart type. C'est tout simplement, l'étude a été résumée en deux paramètres très importants. La moyenne parmi les paramètres de position, l'écart type parmi les paramètres de dispersion. On a aussi une autre représentation graphique, les bâtons. Les bâtons sont très utilisés surtout pour les effectifs. Par exemple, quand on compare par exemple des classes ou des intervalles, chaque classe possède un effectif bien déterminé en utilisant généralement par exemple les bâtons. On a le nuage en points, c'est particulier pour la corrélation linéaire. Pour l'étude de la corrélation linéaire, la meilleure et la seule représentation convenable, c'est le nuage en points. Pour étudier bien sûr les distances entre les points, est-ce que les points possèdent un sens particulier, soit positif ou négatif. Par la suite, en étudiant les distances entre les points, est-ce que les distances sont courtes ou les points sont éparpillés pour dire que
pas de relation linéaire entre les deux variables visées. On a aussi les courbes. La représentation graphique sous forme de courbe, c'est classique. C'est surtout pour l'évolution d'un paramètre au cours de temps. Par exemple, les étapes de vie d'un être vivant, l'étape par exemple jeune, étape adulte et l'étape par exemple une étape avancée ou âgée, plus âgée de l'être vivant. Par exemple, étude de l'évolution de température dans une année, par exemple, ou de l'humidité ou d'un autre paramètre, bien sûr. Les courbes sont convenables surtout pour étudier l'évolution d'un paramètre au cours de temps. Et voilà, on a aussi les tables statistiques, par exemple les effectifs cumulés, les fréquences cumulées ou absolues, et bien sûr rencontrées dans les résultats des expériences scientifiques. Voilà, les méthodes de statistiques peuvent être classées en deux types. On a deux types de méthodes statistiques. J'ai signalé les deux méthodes dans le contenu. On a les méthodes descriptives et on a les méthodes, bien sûr, inférentielles. Les méthodes inférentielles, ce qu'on appelle aussi les tests de comparaison. Les méthodes descriptives, ce sont des méthodes, simplement, ce sont des méthodes utilisées pour étudier d'une manière particulière la relation entre les variables. Est-ce que les variables sont liées ou non, sont corrélées ou non? Simplement, ce sont des méthodes utilisées pour l'étude des relations possibles, pour la recherche des relations possibles. Par contre, les méthodes inférentielles ou les tests de comparaison, ce sont des méthodes utilisées pour étudier, c'est pas la relation, pour étudier la différence. Le contraire de la relation, c'est la différence. Les points de liaison et les points de distinction. Les deux méthodes, les méthodes descriptives et les méthodes inférentielles, ce sont des méthodes qui possèdent des objectifs opposés. Les statistiques inférentielles ou les tests de comparaison, ce sont des tests utilisés pour l'étude de la différence. Est-ce que la différence, elle est significative? Non significative. Bien sûr, ce sont des méthodes basées sur les hypothèses. On a deux types d'hypothèses comme il est connu, l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative ou significative. Simplement, et bien sûr, pour chaque type de méthode statistique, on a bien sûr une subdivision au sein de chaque type. Les statistiques descriptives sont divisées en trois sous-types selon un paramètre très important, selon un critère très simple, c'est selon le nombre de variables objectives de l'étude. Les méthodes descriptives sont divisées en trois types. On a les méthodes univariées, étudier une seule variable, bivariées, pour le cas de deux variables, multivariées ou multidimensionnelles, c'est le cas de plusieurs variables à la fois. Voilà. Pour les méthodes inférentielles aussi sont subdivisées en deux types selon un critère très intéressant qui est la nature de la distribution. Selon la vérification de la loi normale, selon la vérification de la distribution des variables, les méthodes inférentielles ou les tests de comparaison sont divisés en deux types. On a les tests paramétriques et les tests non paramétriques. Les tests paramétriques, ce sont des tests, bien sûr, utilisés dans le cas où la normalité est vérifiée, dans le cas où la distribution suit la loi normale, bien sûr pour les variables. Dans notre cas, dans le cas où les variables ne suivent pas la loi normale, c'est tout simplement en utilisant un autre test alternatif, ce sont les tests non paramétriques. Et l'appellation paramétrique et non paramétrique selon bien sûr un critère très important qui est l'égalité ou l'inégalité des paramètres de position comme la moyenne, le mode et la médiane. Dans le cas où on a une égalité ou un rapprochement entre la moyenne, le mode et la médiane, on peut dire qu'on a une distribution paramétrique ou distribution parfaitement symétrique respectée, c'est le cas des tests paramétriques. Et dans le cas où on a une certaine différence ou une certaine inégalité entre les paramètres de position comme la moyenne, le mode et la médiane, c'est le cas de distribution libre. C'est tout simplement l'application des tests alternatifs comme les tests non paramétriques. Voilà, en commençant par le premier chapitre intitulé Généralité et notions de base ou vocabulaire particulier de la biostatistique, en commençant par la première notion, c'est une notion très importante. C'est la notion de la
variabilité. La variabilité, tout simplement, disposition à varier, qualité de ce qui est variable. La variabilité en biologie, ou c'est pas particulièrement en biologie, en sens expérimental, l'ensemble d'une variabilité métrologique et d'une variabilité proprement biologique. Tout simplement, selon ce schéma résumé, la variabilité totale est subdivisée en deux types. On a la variabilité biologique, c'est tout simplement c'est la variabilité qui se trouve au sein des êtres vivants, quel que soit le type de l'être vivant, soit un animal, un végétal, soit un micro-organisme. Et bien sûr, c'est la variabilité qui se trouve au sein de l'organisme lui-même. Bien sûr, chaque organisme, chaque être vivant possède un patrimoine génétique propre et bien sûr, il existe bien sûr des interactions, des réactions au sein de l'organisme. Voilà, on a une certaine variabilité biologique. Et on a aussi le deuxième type, c'est la variabilité métrologique. Métrologique, le terme métro signifie mesure. Logique, c'est science, c'est la science des mesures. Bien sûr, la variabilité, la biostatistique, étudier les paramètres. Les paramètres, on peut dire les paramètres ou variables ou caractères. Et tout simplement, les paramètres, chaque paramètre possède un outil spécial pour les mesurer. Par exemple, la température, on a besoin d'un thermomètre ou thermographe. L'humidité, on a besoin d'un hygrographe ou un hygromètre, et ainsi de suite. Le pH, un pH mètre. Le poids, une balance. Pour mesurer la longueur, on a besoin d'un mètre, et ainsi de suite, d'une règle et autres outils, bien sûr. Voilà. On a toujours certaines variabilités liées par la partie mesure. Soit les outils lui-même sont fabriqués par des substances sensibles bien sûr aux conditions expérimentales, soit l'augmentation ou la diminution de la température par exemple, la fluctuation de l'humidité, du pH et d'autres types bien sûr. Pour la variabilité, commençons par le premier type, la variabilité biologique, elle est lui-même subdivisée en deux types. On a la variabilité intra-individuelle et la variabilité inter-individuelle. Intra signifie au sein, c'est-à-dire à l'intérieur de l'individu lui-même, il existe une certaine variabilité. Je donne un exemple. Chaque personne possède une variabilité car elle possède une carte génétique propre. Et pour, bien sûr, la variabilité interindividuelle, c'est inter, c'est-à-dire entre deux individus différents. Chaque individu possède, bien sûr, une certaine réponse qui est totalement différente par rapport à une autre réponse liée par un autre individu. Voilà pour la variabilité métrologique. On peut rencontrer trois sous-types de la variabilité. La variabilité expérimentale, c'est la fluctuation au niveau des conditions expérimentales. La fluctuation de la température, humidité, pH, vitesse de l'air et d'autres conditions bien sûr. La variabilité liée à l'appareil de mesure, l'outil utilisé pour mesurer cette variable. L'appareil c'est toujours fabriqué par une substance sensible aux conditions expérimentales. On a une certaine variabilité, certaines marges d'erreur. On peut ajouter aussi la variabilité liée à la personne qui réalise l'expérience. Chaque personne possède une certaine précision. Pour cette raison, on peut rencontrer un autre sous-type de la variabilité métrologique, c'est la variabilité liée à la personne qui réalise l'expérience. Voilà, la somme de ces types de variabilité résulte bien sûr une variabilité totale qui influe directement sur les résultats des expériences. Et c'est pour cette raison qu'on a le terme biostatistique. C'est-à-dire la biostatistique, c'est un domaine composé de deux parties. La biostatistique. La bio signifie la partie bio, c'est tout ce qui est vivant. La partie statistique, c'est l'application des méthodes statistiques dans les sciences biologiques ou dans les sciences expérimentales, tout simplement. Pourquoi cette application? Quel est l'objectif de cette combinaison? Malgré les statistiques, ce sont des sciences exactes et les sciences biologiques, ce sont des sciences expérimentales. C'est tout simplement diminuer au maximum la variabilité qui se trouve au sein des êtres vivants. La variabilité, autrement dit, la variabilité totale, c'est la cause de l'application des méthodes statistiques en sciences biologiques ou en sciences expérimentales d'une manière générale. Voilà, c'est l'objectif, c'est un objectif très très intéressant, il faut les comprendre. C'est l'objectif de l'application de méthodes statistiques dans les sciences expérimentales.
Une autre notion, c'est la notion de la population. Notion de la population. Les travaux scientifiques, normalement, généralement, sont appliqués sur les populations pour donner des conclusions générales, pour donner des résultats un peu vastes. Il faut bien sûr élargir, il faut augmenter toujours l'effectif des sujets visés par l'expérience. Population, ensemble des individus objectifs de l'étude, ensemble des individus objectifs de l'étude, parenthèse par exemple étudiants, entreprises, plantes, animaux, produits. Et bien sûr, chaque terme représente bien sûr un exemple concernant une population. Unité statistique. Quelle est l'unité qui compose la population? Chaque individu, chaque étudiant, chaque plante, chaque homme, chaque femme, chaque animal par exemple représente une unité fondamentale, une unité statistique qui compose une population. Échantillon. Les travaux scientifiques, normalement, théoriquement, sont appliqués sur des populations, mais car on a toujours des contraintes, on a toujours des obstacles. C'est pour cette raison, c'est difficile, des fois c'est impossible de prendre en considération tous les éléments qui composent une population. C'est pour cette raison on peut appliquer par exemple l'étude statistique sur une certaine partie de la population, sur une partie de la population qui est appelée échantillon. L'échantillon, c'est un sous-ensemble issu de la population. Issu de la population, bien sûr, pour juger ensemble. C'est tout simplement, c'est difficile, ou des fois c'est impossible d'appliquer une étude statistique sur la totalité de la population, mais c'est possible d'appliquer une étude sur une petite partie de la population qui est appelée échantillon. Voilà, on a un autre terme très intéressant, échantillon représentatif. Le terme échantillon, c'est un terme général. Est-ce que cet échantillon représente fidèlement la complexité de la population? Est-ce que l'échantillon reflète la réalité qui se trouve à l'intérieur de la population? Pour tirer ou pour obtenir un échantillon représentatif, il faut bien sûr respecter deux conditions. En statistique, il faut appliquer bien sûr, il faut respecter deux conditions très importantes pour obtenir un échantillon représentatif. L'échantillon représentatif, c'est un échantillon qui reflète fidèlement la complexité et la composition de la population. Les deux conditions, tout simplement, le tirage au sort ainsi que l'inventaire exhaustif, entre parenthèses recensement, sont deux façons d'obtenir un échantillon représentatif d'une population. Tout simplement, pour obtenir un échantillon représentatif au sein d'une population, il faut commencer d'abord par l'inventaire exhaustif, par le codage des éléments. Il faut coder tous les éléments de la population. Par exemple, une population d'étudiants, il faut coder les étudiants de 1 à 1000 par exemple, on a 1000 étudiants, et l'échantillon exige par exemple 100 étudiants, qui représente 100 par rapport à 1000, qui représente 10%. C'est une proposition, bien sûr, c'est une information qui se trouve dans certaines références bibliographiques, dans certaines branches scientifiques qui exigent un échantillon qui représente au moins 10% de la population pour bien sûr dire qu'on a un échantillon représentatif. Voilà, il faut bien sûr commencer par le codage des étudiants pour donner l'occasion pour tous les étudiants, bien sûr, dans la composition de l'échantillon. La deuxième des choses, le tirage et la sélection de ces étudiants, des étudiants qui composent l'échantillon, c'est-à-dire les 100 étudiants parmi 1000. Est-ce qu'on sélectionne directement? Est-ce qu'on applique une autre méthode? Mais bien sûr, la méthode scientifique correcte, c'est le tirage au sort. Et c'est tout simplement, c'est très connu, bien sûr, c'est utilisé, bien sûr, c'est très connu. Elle est connue surtout dans les compétitions sportives, dans par exemple le Hajj, par exemple, c'est toujours le nombre c'est limité. Chaque année, chaque pays possède une partie. Et bien sûr, le tirage au sort, c'est la meilleure solution. Naskamel accepte bien sûr cette situation. Et on peut trouver le tirage au sort comme méthode scientifique correcte dans, par exemple, dans les histoires des prophètes. C'est au sein du Coran, Al-Karim, قصص الأنبياء. أرجعوا إلى حبيتوا قصة يونس عليه السلام كيفاش التقموا الحوت أكيد داروا قرعة مذكورة في القرآن فساهم فكان من المدحضين
أوسي قصة مريم عليه السلام كيفاش كفلها زكريا، إذ يرمون أقلامهم أيهم يكفل مريم، نفس الشيء في القرعة. ومذكور أيضا في السنة تاع النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخرج الغزوات كيفاش كان في كل مرة يدي وحدة من أمهات المؤمنين يعمل بيناتهم قرعة. وأكيد الناس كامل كانت تقبل لأنه لو تيراج أو سور ولا القرعة سي تو سامبلومون سي لوجيك. C'est logique pour bien sûr obtenir un échantillon représentatif et scientifiquement correct. Voilà, c'est tout simplement c'est le terme échantillon représentatif. Pour les types de variables, on a bien sûr deux types de variables. Je laisse l'explication de la partie qui reste dans la prochaine vidéo إن شاء الله في الدرس الثالث بإذن الله. نخلي لكم أيضا رابط الدرس الأول في التعليقات. إذا كاين نقاط غامضة ولا مش مفهومة اكتبوا لنا في التعليقات نحاولوا نجاوبوا عليها. نخصصوا فيديوهات خاصة ودروس أخرى خاصة نجاوبوا فيها على الأسئلة اللي تطرحوها في السلسلة تاع الدروس هذه. نتمنى لكم التوفيق، نتمنى لكم أكيد مراجعة بإذن الله دقيقة، وحاولوا تركزوا مع خاصة les notions de base. C'est la base de la biostatistique. إذا فهمت les notions de base من بعد بإذن الله c'est très facile de répondre à les questions, soit les questions de cours ou même les questions de calcul. تفهم على الأقل السؤال وش هو المقصود منه بإذن الله. بالتوفيق، السلام عليكم ورحمة الله.